Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, est philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Pierre Manant. Bonjour. Vous êtes l'un des penseurs du politique les plus importants dans notre pays, disciple de Raymond Aron, admirateur de Tocqueville. Vous êtes à l'origine, Pierre Manant, d'une œuvre singulière et conséquente. Une grande partie de votre réflexion se structure autour de la genèse de la pensée politique moderne. Et à quelques mois du scrutin présidentiel, nous avons besoin ce matin de penser et de comprendre la politique. Tout d'abord, évoquons ce qui se passe à gauche au lendemain de cette drôle de primaire populaire. Quel visage, selon vous, offre la gauche ? Le phénomène principal, me semble-t-il, c'est quand même l'affaissement, pour le moins, du Parti socialiste et plus généralement la disparition de la référence socialiste, si on veut garder au mot socialisme un sens, de la référence socialiste qui est une partie du paysage politique, social, moral, spirituel presque de l'Europe depuis le début du 19e siècle. C'est pas c'était quand même une des grandes composantes de la vie européenne que ce mouvement qui, naissant de l'économie moderne, des ouvriers rassemblés dans l'usine, dans l'atelier, découvraient leur force, une nouvelle justice et promettait ou se promettait une nouvelle forme de vie sociale, enfin juste, enfin égale. Et cela a tout de même porté, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire sous la forme communiste, mais cela a porté des générations d'ouvriers, d'intellectuels et aussi de citoyens. Et nous y sommes, c'est aujourd'hui l'achèvement, en tout cas l'effacement d'une de ces grandes familles spirituelles en France. Oui, je crois que c'est simplement la perplexité, pathétique dans laquelle se trouve le mouvement socialiste est liée simplement au fait que le sol lui manque sous les pieds parce que les ressorts de la vie sociale qui nourrissaient la perspective socialiste ne sont plus là. Et donc, ce qu'on appelle encore la gauche se retrouve sous deux formes aujourd'hui, me semble-t-il. D'une part, du côté, disons, de la France insoumise, là, c'est la recherche, je dirais, d'un nouveau peuple, un peuple qui n'est plus le peuple socialiste, le peuple prolétaire, qui s'est évaporé, ou qui s'est dispersé, fragmenté. Donc c'est un nouveau peuple que Jean-Luc Mélenchon, à la recherche duquel Jean-Luc Mélenchon est parti. Lequel, selon vous, Pierre Manant ? On le sait bien, il la cherche du côté des populations opprimées, racisées, colonisées, décolonisées. Et voilà. Cela dit, ce qui est la stérilité de cette démarche, en dehors de toute autre considération, à mes yeux, c'est que le socialisme originel partait du mouvement même de la société capitaliste, moderne, scientifique, technologique, tandis que là, c'est une démarche totalement arbitraire, d'une certaine façon, de décider que certaines populations, parce que elles ont eu un certain rôle dans l'histoire, ou ont subi certaines oppressions dans leur histoire, pourraient être la base d'un nouveau peuple. Et pourraient remplacer le peuple auquel la gauche, une partie de la gauche, a parlé pendant des années. Oui, et au nom duquel elle parlait. Et puis il y a l'autre mouvement qui, lui, n'a pas de perspective électorale très considérable, mais qui a une influence sociale considérable, et de plus en plus considérable. C'est le mouvement qu'on peut dire éco-féministe, déconstructionniste, n'est-ce pas ? Parce que là, c'est une toute autre perspective. C'est l'idée que, n'est-ce pas, tout lien social comportant domination, il faut remettre la société à plat, dissoudre, défaire la société dans ses éléments constitutifs, qui sont les volontés individuelles, les consentements individuels, pour faire en sorte que jamais un lien n'échappe, en quelque sorte, au consentement individuel. Est-ce que pour vous, c'est l'idéologie de la table rase, finalement ? On peut dire que c'est l'idéologie de la table rase. Dans le langage des auteurs que j'ai étudiés, c'est l'idéologie de l'état de nature, n'est-ce pas ? On veut revenir à l'état de nature quand il n'y avait pas encore de société. Oui, mais est-ce que ce n'est pas, comme certains disent, Pierre Manant, l'homme nu, c'est-à-dire sans racines, sans transmission, sans héritage, justement ? Oui, vous voyez les auteurs des théories du contrat social, n'est-ce pas ? C'est bien, en effet, l'homme nu, comme disait Rousseau, il est nul, il est bête. Enfin, il n'est qu'un individu, il n'a même pas de sexe encore. Relisez le second discours de Rousseau. Donc, il est une possibilité de consentir
juxtaposée à côté d'une autre possibilité de consentir. Alors, c'est très bien le consentement. Il faut que le consentement ait il a une part essentielle dans la vie sociale, mais on ne peut pas fonder une société, de quelque forme qu'elle soit, si on refuse des engagements et des liens collectifs. Et c'est cette perspective commune qui manque absolument à ce mouvement dont je parle. Pierre Manant, la droite à présent, cette élection peut-elle donner lieu à une totale recomposition du paysage, à la fameuse union des droites, à savoir l'union de la droite classique de gouvernement et la droite hors les murs, comme le rêve ou le souhaite Éric Zemmour? Du point de vue de la logique d'un gouvernement représentatif, l'union des droites est dans l'ordre de notre régime politique. Après tout, c'est pour des raisons analogues que François Mitterrand a fait l'alliance avec le Parti communiste. Parce que, sans cela, la gauche non communiste se condamnait à ne jamais parvenir au pouvoir. Donc, il semble que les partis politiques désirent parvenir au pouvoir, donc c'est une démarche électoralement rationnelle de viser l'union des droites. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que tous ces termes n'ont plus beaucoup de signification. Nous avons parlé de la gauche. Est-ce que la gauche se reconnaît dans son état présent ? On parle de la droite. Alors, à droite, on aime bien dire les Français sont à droite, nous sommes à droite, donc ils vont voter pour nous. Oui, vous avez vu le baromètre du Cevipof, la droitisation dont on parle depuis longtemps de la société. Ce qu'on appelle droitisation de la société française, c'est le fait que les thèmes qui paraissent aux Français les plus urgents sont des thèmes qui, en principe ou en théorie, sont pris en charge par la droite. Mais, de fait, ces thèmes n'ont pas été davantage pris en charge par la droite dans ces dernières décennies qu'ils ne l'ont été par la gauche. Ils n'ont pas le monopole. La droite n'en a pas le monopole. Et puis, ils l'ont oublié pendant 30 ans. Bon, donc... Évoquons juste pour nos auditeurs, frontières, sujet régalien de manière générale, la question nation, souveraineté, immigration. La question principale, c'est dans quel régime politique vivons-nous ? Bon, en principe, nous vivons dans une république représentative. Bon, ça reste le fondement de notre vie commune. En pratique, depuis 30 ans, cette réalité politique a été à la fois, voilée, surmontée et finalement dévitalisée par une construction européenne qui, prétend à une légitimité propre, une légitimité supérieure. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est le problème fondamental. C'est le problème fondamental, parce que nous vivons, permettez-moi de dire les choses un peu brutalement, sous une sorte de coup d'État permanent des institutions européennes. Le fondement de la construction européenne, c'est que ce sont des nations démocratiques qui s'associent et qui, donc, attribuent certaines compétences à des institutions communes. Pour vous, Pierre Manant, l'Union européenne n'est pas un État fédéral, mais c'est une sorte, vous l'appréhendez comme une organisation internationale. Non, elle n'est pas un État fédéral. Personne ne peut dire que c'est un État fédéral. Bon. Certains le disent. Oui, mais enfin... je veux dire, pour vous, il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen. Non, mais on peut dire aussi qu'il y a une souveraineté européenne, sauf qu'elle n'a aucun organe. Elle n'a aucune force militaire. Vous entendez que le président, Emmanuel Macron, fera sans doute campagne sur cette souveraineté européenne, qui ne s'oppose pas, selon lui, à la souveraineté nationale. Irréalité. Il fera une campagne sur une irréalité. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le tribunal constitutionnel de la République allemande, pardon. de la République fédérale allemande, oui. En 2009, après le traité de Lisbonne, qui était en fait le traité que la population française, à 55%, avait rejeté. Donc, en principe, le traité de Lisbonne, normalement, ne devrait pas s'appliquer à la France, puisque le peuple français l'a rejeté. Mais enfin, nous passerons là-dessus. Mais le tribunal constitutionnel allemand a bien expliqué a rappelé ce que je viens de dire, ou je viens de rappeler ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'Union européenne relève du droit international, c'est une association de nations, et la légitimité des institutions européennes est une légitimité à des compétences attribuées par les pays par les corps politiques qui ont la compétence de leurs compétences, c'est-à-dire les nations. Donc c'est une association de nations. Et Pierre Manant, vous estimez, c'est quand même important dans le débat qui s'ouvre, puisque l'Europe en est un thème principal, l'Union européenne ne pourra jamais avoir la force d'une nation, selon vous? On le voit bien. Écoutez, on ne peut pas dire la souveraineté européenne. Si elle avait
un minimum de souveraineté. Elle aurait des organes de gouvernement communs. Il n'y a pas d'organes de gouvernement commun. Elle aurait des forces militaires à sa disposition. Elle aurait une diplomatie effectivement commune. Or, aujourd'hui... On feint de le croire. Certains disent qu'on a une diplomatie commune, qu'on pourrait avoir une politique de défense commune. Mais écoutez, ceux qui disent cela refusent de voir ce qui se passe sous leurs yeux et dont ils sont des acteurs. Nous voyons aujourd'hui, quelle est la réalité de l'Europe aujourd'hui? C'est un concert des nations tenu ensemble par l'hégémonie de la principale nation européenne, à savoir l'Allemagne. Point. Voilà la réalité effective de l'Europe aujourd'hui. Alors, les Français se racontent une histoire. Ah bon, il n'y a plus, selon vous, et j'emploie ce terme exprès, il n'y a plus d'aventure française. C'est-à-dire, la France n'a plus vocation à susciter un chemin, un espoir, une aventure. J'espère que oui. Mais simplement, elle s'est enfermée dans un rôle insincère et humiliant par vanité. Humiliant? Oui, parce que nous racontons que les Français et les Allemands sont le couple moteur de la construction européenne. Bon, nous sommes les seuls à le dire. Chacun sait que nous sommes les seuls à le dire. Il faut noter qu'en Allemagne, on ne parle pas de couple. Jamais, on n'en a jamais parlé. Le président de la République le sait. Nos ministres qui, paraît-il, parlent allemand le savent. Donc, ils nous racontent des histoires. Donc, il y a une hégémonie allemande qui est dans l'ordre des choses. Je ne m'indigne pas de cela. C'est le pays central, c'est la plus grande puissance économique et financière. L'Europe s'est constituée largement selon des modalités de forme ou d'inspiration allemande, si j'ose dire. Donc, c'est dans l'ordre des choses. Et cette hégémonie allemande, elle est acceptée. Et elle est acceptée non seulement par la plupart des pays, mais même par les populations. Mais prenons un exemple concret, là, pour illustrer ce que vous dites, Pierre Manant. La crise ukrainienne, est-ce qu'elle est un révélateur de ce qu'incarne plus largement l'Union européenne, de ce que vous dites? Parce que on a la faiblesse de croire que la voix de la France porte encore. Est-ce que, selon vous, elle ne porte pas? C'est un fait, il faut l'accepter depuis un certain temps. Je crois que la voix de la France peut porter à condition qu'elle repose sur une analyse lucide de la situation. On a reproché longtemps au général de Gaulle de donner à la France une voix supérieure à son poids réel. Mais et après tout, il y avait des motifs de le lui reprocher, mais au nom de cette idée de la France, il a construit un chemin français qui était propre, il a renouvelé d'une certaine façon, il a redonné force et confiance en soi à ce pays. Aujourd'hui, si vous voulez, la distance entre la réalité de la situation française et le langage de ceux qui nous gouvernent est accablante. La jactance de ceux qui nous gouvernent est humiliante parce que tout le monde sait que ça n'a pas de rapport avec la réalité de notre situation. Ça a l'air de vous, je vous vois avec vous avez la passion de le dire. On dirait que vous êtes en train de nous dire, mais réveillez-vous, constatez quelque chose que vous ne voyez plus. Ce dont nous avons besoin, de tous côtés d'ailleurs, parce que je ne parle pas simplement de ceux qui gouvernent, mais de ceux qui prétendent gouverner. Je ne parle pas seulement de ceux qui parlent de l'Europe, mais aussi de ceux qui parlent de la France. Un peu de sincérité, un peu de lucidité, parlons du point où nous sommes. C'est ce qui manque pour revigorer notre démocratie, cette sincérité aujourd'hui? Oui. La sincérité collective. Essayez de regarder sincèrement où nous en sommes. Nous ne sommes pas les derniers des derniers. Ce n'est pas ce que je dis. La France a beaucoup de talent, comme il y a une émission, je crois, qui dit que nous avons beaucoup de talent, mais c'est vrai dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup des domaines de l'activité humaine, même sans arrêt, si j'ose dire, je dis cela, c'est-à-dire tout de même, comme nous faisons cela bien. Mais ce qui manque, c'est le liant, c'est la manière dont nous mettons ensemble ces talents, ces énergies et ces perspectives, et c'est cela que nous ne parvenons pas à faire. Et donc, je crois que nous pourrions nous retrouver aussi, parce que dans un examen de conscience nationale, si j'ose employer ce terme un peu désuet, dans un examen de conscience nationale, nous sommes tous, si j'ose dire, à la même table, et chacun a des reproches à se faire. Les socialistes ont sans doute des reproches à se faire. Les gaullistes qui ont tourné le dos au général de Gaulle tout en se disant gaullistes ont peut-être des reproches à se faire. Les populistes, éventuellement, ont peut-être des reproches à se faire, n'est-ce pas? Bon. Donc, en tout cas, et je ne parle pas seulement des orientations politiques, mais aussi des institutions. L'université, l'Église catholique. Devoir de sincérité et examen de conscience nationale.
Est-ce qu'on pourrait conclure ainsi? Parce qu'on passerait, il faut le dire, avec Dimitri des heures à vous écouter Pierre Manant. Est-ce que c'est cela qui nous manque aujourd'hui? Oui, alors je me sens dans un rôle comme d'aumônier de la France, en quelque sorte, qui n'est pas celui auquel je suis habitué. Non, vous n'êtes pas habitué à cela. C'était un moment de sincérité, justement, et d'examen lucide de notre situation, avec un appel à cet examen, à cette introspection. Peut-être que les candidats l'écouteront. Merci Pierre Manant, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes rare dans les médias, donc c'était un réel plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous, Sonia Mabrouk. Merci.